Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le déballage de cette carte mère, une ASRock H470M ITX AC. Carte mère donc qui supporte les processeurs Intel de 10e génération, donc c'est une carte mère socket 1200. Contexte de cette vidéo, je suis en train de me construire un petit NAS, donc NAS format compact, c'est pour ça que je suis parti sur une carte mère format mini ITX. Je vais vous montrer dans un instant à quoi ça ressemble le mini ITX. J'avais le choix entre la plateforme Intel et la plateforme AMD. Même si en ce moment les plateformes AMD sont plutôt à la mode, et pour de bonnes raisons, c'est qu'elles sont très compétitives en termes de prix et très performantes. Moi j'ai décidé de partir sur une plateforme Intel parce que ça me proposait des options pour ma gamme de prix que je n'avais pas chez AMD dans différentes cartes mères. Voilà, mais juste comme ça vous avez le contexte, c'est pas pour faire un PC gaming, etc., c'est pour faire un serveur, mais cette carte mère là est très bien, je pense, pour faire un PC touche à tout, que vous vouliez faire du jeu, du multimédia ou même de la bureautique, cette carte mère s'adaptera parfaitement, il faudra juste choisir le processeur le plus adapté à l'usage que vous voulez faire. Dessus vous pouvez mettre tous les processeurs de 10e génération, moi je vais y mettre personnellement un processeur relativement bas de gamme, un Pentium Gold, donc socket 1200, mais vous pouvez dessus mettre i3, i5, i7, voire même i9, même si pour de l'i9 je vous conseille quand même de partir sur de la carte mère encore plus haut de gamme, parce que quand on part sur des processeurs très haut de gamme, c'est dommage de rester sur ce type de carte mère. Alors cette carte mère est avec un chipset H470, donc c'est le chipset moyenne gamme on va dire d'Intel, donc il permettra pas de faire de l'overclocking, mais je pense que pour la majorité des utilisateurs c'est peut-être pas un critère d'achat principal. Par contre vous allez voir que la carte mère en elle-même supporte pas mal de choses. Donc petite carte mère de mini ITX de chez ASRock, je vous montre rapidement le reste de l'emballage, mais de toute façon on va voir ensemble de quoi elle est constituée. Elle a vraiment des options super sympas. Une des options sympas qu'elle a, c'est deux ports Ethernet, dont un qui est en 2,5 gigabits, ce qui est plutôt pas mal. Un autre truc sympa, c'est qu'elle a deux slots M2 pour y mettre vos disques SSD. Alors un qui est M2 PCI Express SATA, et l'autre qui est uniquement PCI Express donc NVMe. Et puis une carte son intégrée de qualité, voilà, et puis tout un ensemble de trucs maintenant qu'on trouve dans les cartes mères de nos jours. Au niveau de l'emballage, rien de plus important que ça, donc je vais tout de suite ouvrir la carte mère. Donc il y a ici le petit scellé à faire sauter. Alors dans l'emballage, on retrouve le manuel avec le CD contenant les drivers et un petit autocollant. Si vous voulez vous mettre ça sur votre boîtier, vous avez le petit autocollant ASRock qui va bien. Le manuel, je peux que vous conseiller d'y jeter un coup d'œil, vous en aurez besoin, très probablement. Alors, si vous êtes habitué à l'installation de PC, bon, peut-être que vous n'aurez pas besoin de tout regarder, mais ne serait-ce que pour brancher les fronts I/O, les ports USB, les trucs comme ça, c'est toujours pratique de garder ça sous le coude et de pouvoir s'y référer le cas échéant. Vous avez ici fourni l'IO Shield métallique qui sera installé sur votre boîtier, donc pour venir finir là où il y a les ports arrière de la carte mère. Fourni en tant qu'accessoire, vous avez ici deux connecteurs SATA, dont un qui est coudé. Donc vous en avez un qui est plat et l'autre qui a un connecteur coudé, ce qui peut être intéressant. La petite vis ici pour le slot M2, pour y fixer un SSD. Donc c'est sympa qu'elle soit livrée parce que souvent elles sont pas livrées avec les SSD. Donc du coup c'est quand même intéressant d'avoir ça avec la carte mère. Vous avez les deux antennes pour la partie Wi-Fi, on va voir dans un instant la partie Wi-Fi. Et puis enfin, la carte mère qui est au fond de l'emballage. Ah, et j'ai trouvé la deuxième vis, donc la deuxième vis est bien livrée, donc c'est parfait. Merci ASRock d'avoir pensé à faire le nécessaire. Alors concernant cette carte mère, moi au départ j'étais parti sur le choix d'une carte mère H370, donc format ITX toujours. Alors, on était sur un socket 1151, ici on est maintenant, donc je vais pas enlever le plastique, mais ici on est sur un socket 1200, donc un socket plus récent qui permet d'y mettre des processeurs donc plus récents. L'inconvénient c'est que donc, alors l'avantage et l'inconvénient c'est que cette carte mère H470, elle perd deux slots SATA, et c'était à ma connaissance la H370 d'ASRock la seule ITX qui avait 6 connecteurs SATA, ce qui était vraiment exceptionnel, et ce qui permettait de se faire un NAS de manière très efficace. Alors par contre, comme c'est pas le cœur d'utilisation, probablement,
de ce type de carte mère, je comprends que ASRock soit allé à reculons. Donc on a toujours 4 SATA, ce qui est très bien. Pour une carte mère de ce format-là, on a quand même ce qu'il faut. Et puis ici, on a deux ports M2. Donc ces deux ports M2 qui sont là, il faut bien comprendre que... Alors je sais pas c'est lequel des deux, mais je pense que c'est celui du haut. Il est combiné, c'est-à-dire que c'est un port M2 PCI Express et SATA 3, donc vous pourrez mettre des disques NVMe et des disques SATA. Dans le cas des NAS, c'est pratique d'avoir des disques SATA. En général, les disques SATA sont plus fiables, coûtent moins cher au giga, etc. Et donc en général, dans le cadre d'utilisation d'un NAS, c'est ici que vous mettrez donc votre disque SATA SSD. Mais si vous faites une machine plutôt orientée performance, gaming, etc., ce qui est tout à fait possible aussi avec cette carte mère, vous aurez les deux M2 qui sont compatibles, les deux slots M2 qui sont compatibles NVMe, donc qui vous apporteront des performances intéressantes. Alors c'est du NVMe PCI Express 3.0, il n'y a pas de support de PCI Express 4.0 sur ce type de carte mère. Alors si on fait rapidement le tour de la carte mère, on voit ici les étages d'alimentation. C'est une 6 ici plus 2 là, c'est-à-dire 8 phases d'alimentation. Ce qui est correct, ce qui ne permettra pas de faire de l'overclocking de processeurs puissants, mais ce qui est correct pour alimenter de manière fiable un processeur Intel actuel. On voit ici l'alimentation ATX 24 broches, ici la petite alimentation 8 broches complémentaires ATX, donc pour le processeur. Ici vous avez les ports USB, donc si vous avez un front panel avec de l'USB, bah, vous pourrez brancher ça ici. Ici vous avez de quoi brancher le front panel, là vous avez le slot PCI Express 16X, donc c'est un slot PCI Express 3.0, pas de 4.0 sur la plateforme Intel. On voit de ce côté-là la partie audio, qui est de bonne qualité, en tout cas avec des condensateurs de qualité. Maintenant ça reste de l'ITX, donc c'est compact. On voit ici de quoi brancher l'HD audio, donc le front panel audio. Si je mets la tranche ici, vous voyez les deux endroits où vous pourrez fixer les antennes Wi-Fi, puisque cette carte mère a du Wi-Fi intégré. Les sorties et entrées audio. Vous avez également ici les deux ports Ethernet, dont un des deux est en 2,5 gigabits. Évidemment, il est rétrocompatible 1 gigabit si nécessaire, et puis 100 mégabits et tout ça. Vous avez 4 ports USB 3.2 ici, donc les ports USB 3.2 Gen 2 en 10 gigabits, ce qui est plutôt sympa. Vous avez ici deux ports USB 3.2 Gen 1, donc que du 5 gigabits, dont un qui est en USB-C. Alors c'est dommage d'avoir mis du 5 gigabits sur l'USB-C. En tout cas, vous en avez deux là, et les deux autres sont ceux de façade, donc ça doit être sur le connecteur qui est ici, dont je vous ai parlé il y a un instant. Vous avez une sortie ici DisplayPort, une sortie ici HDMI. Donc là, ça va dépendre si vous utilisez un processeur avec un GPU intégré ou non. En fonction de ça, bah, vous aurez ou pas les sorties graphiques qui vont être activées. Deux ports USB 2 et un port combiné PS2, donc qui permet d'y mettre clavier et ou souris. Et puis ici, vous pouvez y brancher, comme c'est de l'USB 2, clavier, souris, webcam, etc. Des produits qui n'ont pas besoin de bande passante extraordinaire. Cette carte mère propose aussi d'autres petites fonctionnalités intéressantes. Vous avez ici et là deux connecteurs pour l'adressage RGB. Donc si vous voulez faire de l'illumination dans votre boîtier, ce sera possible. La carte mère en elle-même n'a pas de RGB à ma connaissance. C'est pas une carte mère de toute façon qui est dans la gamme gaming de ASRock, donc elle n'a pas la possibilité de faire du RGB elle-même, mais elle a les connecteurs pour adresser le RGB, donc vous pourrez si nécessaire contrôler tous vos périphériques RGB. Elle a aussi ici 3 connecteurs pour les ventilateurs. Donc évidemment c'est des connecteurs 4 broches, donc ventilateur PWM si nécessaire. Donc elle a vraiment tout ce qu'il faut pour être installée dans un boîtier, quel que soit quasiment le type de boîtier, vous pourrez en faire à peu près ce que vous voulez. La connectique est plutôt bonne par rapport à la taille de la carte mère. Par contre, vous voyez au dos, il n'y a rien de spécial. Elle n'a pas c'est pas comme certaines cartes mères qui a aussi de la connectique au dos, du genre des ports M2 et tout ça. Elle, non, elle n'a pas ça. Alors par contre, ce qu'elle n'a pas, c'est que elle a du Wi-Fi, mais elle n'a pas la possibilité de changer son circuit Wi-Fi, donc je ne sais pas du tout où est la puce Wi-Fi dans tout ça, mais elle a donc un Wi-Fi AC et pas AX, donc un Wi-Fi 5, qui est quelque part d'ancienne génération, mais qui reste tout à fait performant, avec des antennes livrées de qualité. Et elle est aussi Bluetooth 4.2, pas Bluetooth 5 malheureusement, donc là c'est pareil, vous serez cantonné à du Bluetooth d'ancienne génération, mais quand même, elle le fournit de base, donc c'est plutôt pas mal si vous avez besoin d'y connecter, je sais pas, clavier souris en Bluetooth, ou casque audio et tout ça, bah vous pourrez directement, tel quel, brancher des périphériques de ce type-là. Elle a aussi, évidemment, comme la plupart des cartes mères ITX,
que 2 slots de mémoire. Ces 2 slots de mémoire supportent de la DDR4 jusqu'en 2933 MHz, ce qui suffit pour la majorité des processeurs de la gamme Intel en génération 10. Donc vous voyez au final, pour 140 €, oui, alors bien sûr elle est un petit peu dans le haut du panier en termes de prix par rapport aux cartes mères Intel, mais c'est pas la plus chère, et par contre elle est quand même relativement complète, et ça c'est agréable d'avoir une carte mère qui est aussi bien pensée, aussi complète, et avec des finitions assez haut de gamme, puisque le slot PCI Express que vous voyez là, il est protégé par un petit comme ça, un petit capot métallique. Les slots M2 ont des refroidisseurs, et puis vous voyez que quand même la construction générale du produit est plutôt qualitative, en tout cas ça fait confiance, et il y a vraiment toutes les options qu'il faut. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette carte mère, ici c'est uniquement le déballage que j'ai fait. Je vais l'installer dans un boîtier ITX avec l'ensemble de ces petits copains, processeurs, dissipateurs, donc un ventirad, et puis tout ce qu'il faut autour de tout ça, la mémoire et compagnie. Donc si vous voulez voir l'installation de cette carte mère, je vous renvoie vers la future vidéo qui va sortir. Là vous la verrez en activité, vous la verrez fonctionner, et donc vous aurez une idée de comment brancher tout ça. Moi au final je trouve que pour le prix c'est plutôt sympa. Par contre, alors évidemment si vous vous dirigez vers de la carte mère Core 10e génération, eh bien celle-ci est pas mal. Si par contre vous essayez de trouver des bons rapports qualité-prix, etc., que vous voulez pas forcément la toute dernière génération d'Intel, je vous le redis, la H370 que je mettrai en incrustation à l'écran ici, donc pour que vous puissiez comparer, elle est intéressante. Elle avait moins de possibilités en termes de M2, mais elle avait toujours donc évidemment le slot PCI Express, et par contre elle avait 6 SATA. Et quand vous faites un NAS par exemple, les 6 SATA c'est agréable à avoir, ça vous évite de passer ici par une carte contrôleur SATA pour ajouter des ports SATA si vous voulez aller au-delà des 4 disques SATA. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire de cette carte mère. Moi je trouve que pour le prix elle ne vous vole pas, c'est plus cher que certaines cartes mères évidemment, mais même par rapport aux cartes pour processeur Ryzen, moi je trouve qu'elle a un ensemble de fonctionnalités très complètes que j'ai pas retrouvé sur les cartes mères Ryzen, hein, ne serait-ce que par exemple avoir ici de quoi connecter rapidement clavier souris s'il y a besoin, avoir du Wi-Fi embarqué parce que ça peut toujours dépanner, et puis avoir plusieurs ports M2 et quand même suffisamment de ports SATA, et malheureusement ça toutes les cartes mères AMD ne le fournissent pas encore. Alors évidemment les fabricants investissent de plus en plus le marché AMD, donc le choix va s'étoffer, mais pour le moment je trouve que Intel a encore un petit peu d'avance sur certains des produits, dont ces produits-là qui sont quelque part un petit peu atypiques puisque l'ITX c'est pas le plus gros du marché. Il y a quand même des choix qui sont intéressants, et cette carte mère ASRock, elle me déçoit pas. En général ASRock fait des bons produits, et là en la déballant, on voit que c'est une carte mère très complète. Un rapide coup d'œil sur les prix, ici sur Amazon, je l'ai acheté le 6 octobre 2020, elle était exactement au même prix qu'elle l'est actuellement, c'est-à-dire 147,88 € au centime près. Vous voyez qu'on est le 19 décembre, je l'ai toujours pas installé, donc j'ai toujours pas fait le montage complet de mon setup NAS, c'est pour vous dire à quel point j'ai la tête sous l'eau avec toutes les vidéos que je fais. Mais je compte faire ça, j'espère, avant la fin de l'année, en tout cas pour pouvoir continuer à sortir ma série de vidéos prochainement. Tout ça pour vous dire que 150 € quasiment, c'est quand même assez cher pour ce type de plateforme, mais je vous répète que vous pouvez mettre dessus si vous voulez jusqu'à du i9, et elle est pas... elle est adaptée à tout ce que vous allez mettre dessus, c'est-à-dire qu'elle propose quand même des fonctionnalités assez haut de gamme, sans proposer des fonctionnalités qui ne servent à rien, comme l'éclairage RGB, etc. Elle propose les LEDR RGB, mais elle a pas de ces petites futilités qui rajoutent un petit peu de prix éventuellement, mais qui ne servent pas nécessairement aux fonctionnalités du produit. Donc elle est bien équipée, sans proposer le superflu. Vous avez aussi la possibilité de l'acheter dans d'autres boutiques, comme par exemple LDSC, si vous préférez l'acheter dans des boutiques spécialisées françaises, LDSC ou d'autres. Vous verrez que vous la paierez plus cher, sachant qu'il y a aussi des frais de port à considérer. C'est à vous de voir ensuite en fonction de vos possibilités et de vos envies. Si vous l'achetez sur Amazon, n'oubliez pas que si vous passez par mes liens affiliés, évidemment, vous contribuerez un petit peu à l'achat de ma caméra, ce qui vous permettra d'avoir des vidéos avec une image un peu plus nette et un peu moins bruitée, parce que là ma caméra est vraiment au bout du rouleau. Donc je parlais aussi du prix, vous pouvez aussi avoir des produits moins chers. Vous avez par exemple le modèle un peu plus bas de gamme chez ASRock, qui est la B460M ITX, qui elle pour le coup je la conseille pas, même si vous la paierez franchement moins cher, elle coûte 30 € de moins. Vous perdez des ports USB, vous perdez du gigabit, du 2,5 gigabit Ethernet, et vous perdez un slot M2 avec en plus le refroidisseur et tout ça. Alors est-ce que ça vaut les 30 €? C'est à vous de le décider, ça va dépendre en fait de la configuration que vous ferez. Moi dans mon cas de figure, je préfère investir ces 30 € là pour avoir un truc un peu plus costaud.
Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici, sur ces modèles-là, vous allez voir que le nombre de phases d'alimentation change. Ici, vous êtes à 5 apparemment. Et donc, forcément, vous pourrez accueillir des processeurs moins puissants sur ce type de carte mère, et l'overclocking va s'éloigner de plus en plus de vous. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Évidemment, ensuite, pour le reste, ça dépendra de vos budgets. Vous avez des cartes mères plus chères, des cartes mères moins chères. Moi, je peux pas décider pour vous. Je pense que cette H470 MITX, elle est tout public, dans le sens où elle permettra de construire n'importe quel système. Comme je vous l'ai dit, gaming, bureautique, NAS, etc. Elle sera adaptée à tous les usages, ce qui n'est pas forcément le cas d'une carte mère plus chère, et pas forcément le cas d'une carte mère moins chère. Voilà, donc je pense que c'est une bonne alternative, et une solution que vous pourrez de toute façon réutiliser en fonction de vos besoins. Donc je pense que c'est pour moi un bon rapport qualité-prix, avec la fiabilité et la qualité des produits ASRock, que je peux vous recommander sans problème. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura indiqué à quoi ressemble cette carte mère, parce qu'on la trouve assez peu sur internet, donc comme ça vous aurez des idées de à quoi elle ressemble, et ce qu'elle est capable de faire, et puis vous verrez qu'au niveau connectique, et au niveau PCB, elle est vraiment complète, et elle en donne pour son argent. Voilà, n'hésitez pas à retrouver la suite de cette vidéo où je l'installerai, et puis moi je vous dis à bientôt, pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!